Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz et je reçois aujourd'hui Catherine Raymond sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie. Catherine, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, vous êtes chercheuse postdoctorale. Alors, racontez-nous tout. Qui vous êtes? Oui, en fait, moi, j'ai fait un doctorat en neurosciences à l'Université de Montréal auprès de Sonia Lupien, qui est une experte en psycho-neuro-endocrinologie du stress. Et puis maintenant, je suis postdoctorante à l'UQAM, donc à l'Université du Québec à Montréal. Et maintenant, je travaille plus en psychologie. Et en parallèle à ce cursus-là, je fais un autre doctorat, cette fois-ci en psychologie clinique, pour devenir psychologue clinicienne. Puis j'aimerais me spécialiser dans le traitement des troubles anxieux. Alors effectivement, c'est suite à votre doctorat que j'avais envie de vous interviewer parce que ce doctorat est tout à fait passionnant et avant d'arriver au cœur vraiment de ce doctorat et de votre recherche et de ses résultats, je voudrais que vous nous parliez de ces fameux ACE puisque jusqu'à pas très longtemps, on parlait plutôt de traumatisme Mhm. et depuis quelques années, on a plutôt tendance pour les enfants à parler de situations adverses, hein, donc ACE, Adverse Childhood Experiences. Alors, pourquoi est-ce que, on a élargi finalement cette notion de traumatisme? Quel est son l'intérêt d'avoir élargi cette notion? En fait, vous avez raison. Au début, quand on étudiait l'adversité chez l'enfant, on s'intéressait beaucoup plus aux aspects traumatiques, c'est-à-dire vraiment à des formes très, très sévères d'adversité qui pouvaient advenir dans la vie des enfants, donc des abus sexuels, de la violence physique, négligence sévère, donc dans les orphelinats en Roumanie, il y a beaucoup d'études qui ont été menées dans ces contextes-là aussi parce qu'on se rendait compte que vraiment ça pouvait amener des conséquences dévastatrices au niveau du développement de l'enfant. Puis, c'est dans les années 90 et 2000 aux États-Unis que, il y a un chercheur qui s'appelle Felitti, qui fait aussi énormément de cliniques aux États-Unis, puis il se rendait compte que dans les centres de traitement pour consommation, donc abus de substances chez l'adulte, puis pour tout ce qui était pathologie cardiovasculaire ou associé à la régulation du glucose, du cholestérol, etc., il se rendait compte que 75% de ces adultes-là rapportaient avoir vécu certaines formes d'adversité durant l'enfance et que souvent, ces adversités-là n'étaient pas nécessairement sévères. Et là, je mets entre guillemets parce que, bon, qui sommes-nous pour juger de la sévérité des situations qui sont vécues? Mais ce qu'ils se rendaient compte, c'est qu'il n'y avait pas eu nécessairement d'attaque ou d'atteinte à l'intégrité physique de ces gens-là, comme dans le cas, par exemple, de la guerre ou de l'abus sexuel et physique, etc. Mais que parfois, c'était plus une accumulation de formes d'adversité qui sont très communes, comme l'instabilité familiale, hein, le fait d'avoir eu un parent qui est incarcéré. Et là, on ajoute à ça des troubles de santé mentale dans la famille et qui peuvent miner finalement aussi au développement de l'enfant parce que le parent est beaucoup moins disposé à s'occuper de l'enfant quand lui-même doit négocier certaines problématiques au niveau de sa santé mentale ou de sa santé physique. On peut parler aussi de négligence, mais pas nécessairement de négligence au sens où l'enfant n'a pas suffisamment de nourriture ou n'a pas de toit où se loger le soir, etc., mais plus une certaine forme de négligence émotionnelle, par exemple, avoir eu un parent qui était beaucoup moins présent auprès de l'enfant pour lui dire qu'il l'aime, qu'il est bon, pour l'aider à forger son estime de soi, etc. Donc, il se rendait compte que 75% des adultes avaient vécu souvent minimalement 3 ou 4 formes de ces adversités-là et donc, il a commencé à faire de larges études épidémiologiques aux États-Unis auprès de milliers d'adultes vraiment. Et les résultats de ces recherches montrent qu'en effet, quand on vient accumuler de 3 à 4 formes d'adversité à l'enfance, et ce, peu importe leur degré de sévérité au niveau de l'intégrité physique, ben, les chances de développer une maladie physique ou psychiatrique associée au système physiologique de stress sont vraiment exponentielles. Et depuis ce fameux modèle qu'on appelle ACE, là, donc les Adverse Childhood Experiences, a vraiment pris une ampleur considérable dans le domaine de la psychotraumatologie, autant aux États-Unis qu'un peu partout à travers le monde. Oui, cette étude est vraiment très connue. Enfin, ces études de Felitti sont de Mhm. plus en plus connues. Alors, quand je dis qu'elles sont très connues, effectivement, auprès des psychotraumatologues, mais pas encore, effectivement, auprès des psychologues même qui s'intéressent à la psychotraumatologie.
Et effectivement, vous soulignez ce dose effect, hein, et ça, c'est important de souligner que non seulement les effets sont pas seulement sur la santé mentale, mais également sur la santé physique avec des personnes effectivement qui peuvent avoir des gros soucis de physique et mourir d'ailleurs prématurément par rapport aux personnes qui ont vécu un attachement plus sécure dans leur enfance. Est-ce que Mhm. vous avez encore envie d'en dire plus sur ce dose effect? Est-ce que vous avez des pourcentages à nous donner? En fait, ça, comme je vous dis, 75% des adultes qui souffrent d'une pathologie, que ce soit physique ou mentale, rapportent avoir vécu minimalement une forme d'adversité. Puis au-delà de ça, en Amérique du Nord, les statistiques montrent qu'il y a un adulte sur deux qui rapporte avoir vécu minimalement une forme d'adversité à l'enfance. Et puis là, ben, il y a à peu près 13 formes d'adversité aujourd'hui qui sont couramment mesurées dans ces études-là. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que la majorité des gens ont vécu minimalement une forme d'adversité. Les plus communes sont, par exemple, avoir vécu la séparation parentale, bien entendu, donc le divorce ou la séparation des parents. Une autre forme qui est très, très commune, c'est avoir eu minimalement un parent qui souffre d'un trouble de santé mentale. Les plus communs sont les troubles de l'humeur. On peut parler, par exemple, d'anxiété, on peut parler de dépression. Donc, ces formes d'adversité-là sont les plus couramment rapportées. Et selon le type d'adversité qui est vécu, il y a certains troubles psychiatriques qui sont plus couramment développés à travers le temps. Et souvent, ces troubles-là vont être développés bien plus tard, soit à partir de l'adolescence. Donc, dans certains cas, on a un enfant qui a vécu plusieurs formes d'adversité ou bien une forme d'adversité sévère. Le fonctionnement peut être relativement normal, entre guillemets, c'est-à-dire l'enfant est capable de s'adapter à son environnement adverse. Puis là, ben, une fois que la puberté est enclenchée, que l'adolescence débute, il y a des troubles qui vont couramment être développés. Par exemple, quand un enfant vit de la négligence, que ce soit de la négligence physique, donc le fait, par exemple, de ne pas recevoir suffisamment de nutriments, pas avoir assez d'heures de sommeil, ne pas avoir été inscrit dans un système scolaire, etc. Donc, tout ce qui est négligence, ça va plus souvent être associé à des troubles intériorisés à l'âge adulte, donc un trouble où on est replié vers soi finalement, donc l'anxiété, la dépression, le trouble de stress post-traumatique, tandis que les phénomènes d'abus, que ce soit abus sexuel ou abus physique, vont avoir tendance à être plus associés à des troubles extériorisés, donc des comportements qui sont plus tournés vers l'extérieur. On peut parler, par exemple, de troubles liés à l'impulsivité, l'abus de consommation de substances. Il y a des nouvelles études aussi qui tendent à démontrer qu'il peut y avoir développement aussi de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité dans certains des cas. Donc, c'est vraiment les études qui sont les plus souvent rapporté et répliqué dans le domaine du fameux ACE dont on discutait un petit peu plus tôt. Donc on en vient maintenant à votre thèse tout à fait, passionnante qui montre qu'en fonction de l'âge et ça c'est vraiment je pense quelque chose qui est tout à fait, nouveau dans la recherche, qu'en fonction de l'âge auquel, arrivent ces fameux ACE, eh bien, les réactions vont être différentes puisque la maturation des différentes parties du cerveau n'interviennent pas au même âge. Racontez-nous tout ça. Oui, tout à fait. En fait, ma thèse doctorale est vraiment née suite aux études de Sonia Lupien, qui a développé un modèle qui a été publié dans Nature qu'elle appelle le Early Life Programming Effect. En fait, c'est son Life Cycle Model of Stress, où ce qu'elle résume, en fait, c'est des études chez l'animal et chez l'humain qui vont montrer que les régions du cerveau qui permettent de réguler la réponse de stress ne se développent pas au même rythme. C'est-à-dire qu'on le sait bien, quand l'enfant naît, quand il arrive au monde, la taille de son cerveau a seulement le quart. En fait, le poids de son cerveau n'a que le quart du poids qu'il va avoir à l'âge adulte. Et donc, bien entendu, il y a certaines régions du cerveau qui ne sont pas pleinement développées. Et les régions qui permettent la régulation des émotions sont parmi celles qui n'ont pas terminé leur développement à la naissance. Puis on le voit bien, hein, un enfant, même un bambin, puis par la suite un enfant, un adolescent ne régule pas leurs émotions de la même façon qu'un adulte va pouvoir le faire à l'âge adulte. Et le développement progressif du cerveau explique en partie que les processus de régulation émotionnelle ne sont pas les mêmes. Et ces trois fameuses régions sont
l'hippocampe qui permet la consolidation de la mémoire, qui va terminer son développement à l'âge de 2 ans. Et c'est d'ailleurs l'âge à partir duquel on va voir chez les enfants une certaine forme de régulation émotionnelle parce que grâce à l'hippocampe qui est développé, ils vont être beaucoup plus aptes à contextualiser les situations qui adviennent. Ils vont avoir un souvenir de ah, cette relation-là, elle est sécuritaire. Tu sais, mon parent, je le connais, j'ai confiance en lui, ou encore ce parc-là, je le connais, cette maison-là, j'y suis déjà allée, je suis en sécurité, etc. Donc, l'hippocampe vraiment va nous permettre de bien nous réguler. Il y a l'amygdale, qui est la région du cerveau qui va initier la réponse de stress et vraiment détecter les dangers dans l'environnement. L'amygdale, elle termine de se développer beaucoup plus tard au cours du développement, soit passé l'âge de 20 ans chez certaines personnes. Et donc, jusqu'à l'âge de 20 ans, la détection du danger ne se fait pas de façon pleinement autonome. C'est vraiment notre parent qui va agir jusqu'à un certain temps là, au cours de l'enfance, c'est notre parent qui va nous signaler ah, telle situation, elle est dangereuse. Par exemple, tu ne devrais pas consommer trop de drogue et d'alcool, c'est dangereux. Si tu as des relations sexuelles, protège-toi parce que tu pourrais contracter certaines pathologies, etc. Et c'est la raison pour laquelle les parents, souvent, on a l'impression de répéter, 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 parce qu'on doit le faire finalement pour qu'un enfant apprenne les stimulations qui peuvent être dangereuses, les situations, pardon, qui peuvent être dangereuses. Et finalement, on a le cortex préfrontal, qui est cette région située derrière le front, bien entendu, c'est pour ça qu'on l'appelle préfrontal, qui va aller via une connectivité à l'amygdale, dire à l'amygdale, tu peux te calmer, on est en sécurité. Et donc, c'est le cortex préfrontal qui va vraiment faire en sorte qu'on va être capable de se réguler de façon autonome. On va être capable de réguler nos émotions, notre système de stress, nos angoisses, notre anxiété, etc. Et le cortex préfrontal, lui, termine de se développer très, très tard. Là, on part à peu près de 25 ans chez la femme, 29 ans chez l'homme. C'est tard, d'une part. Mais moi, ce que je trouve d'autant plus fascinant, c'est que sa connexion auprès de l'amygdale commence à se développer vers l'âge de 8 ans. Et donc, chez le très jeune enfant, donc de 0 à 8 ans, le cortex préfrontal est là, bien entendu, il a commencé à se développer. Par contre, il est très peu connecté à l'amygdale, ce qui fait en sorte que l'enfant, jusqu'à l'âge de 8 ans, dépend énormément de son entourage pour développer ces processus de régulation émotionnelle. Et c'est la raison pour laquelle avoir une relation qui est saine, pleinement développée, avoir un attachement sécure vis-à-vis du parent va aider énormément à la régulation émotionnelle des enfants. Et donc, moi, la question que je me suis posée à la lumière de ces informations-là et en fonction des études de Felitti sur le fameux ACE, je me suis demandé, OK, l'accumulation est importante, mais l'âge, en quoi l'âge d'exposition à la lumière des fenêtres de développement de ces régions du cerveau-là peut avoir une incidence sur les capacités ultérieures de l'adulte à réguler ses émotions, à détecter la menace, à venir réguler son système physiologique de stress. Et donc, l'un de mes premiers articles sur le sujet venait vraiment comparer ces fameux deux modèles d'adversité, l'un étant l'accumulation de l'adversité à l'enfance et l'autre étant la première exposition à l'adversité, l'âge auquel ça a lieu, sur les capacités de régulation physiologique du système de stress. Et donc, c'est ce qu'on est venu tester avec l'équipe de Sonia Lupien, puis on a démontré en fait que chez l'adulte en santé, l'âge d'exposition expliquait beaucoup mieux la régulation du système physiologique de stress que l'accumulation en soi de l'adversité, ce qui venait vraiment ajouter finalement un morceau d'information très important, à mon avis, en tout cas dans la littérature scientifique, sur l'adversité à l'enfance. Et alors qu'est-ce qu'on voit, en fait? En fonction de ces différents âges et de ces différentes, maturations de ces parties, du cerveau? Pour l'intelligibilité des propos qui vont suivre, rappelons que l'hippocampe se développe jusqu'à l'âge adulte, mais a terminé la part principale de son développement à 2 ans. L'amygdale commence à se développer à l'âge de 8 mois et termine son développement vers l'âge de 20 ans. Le néocortex préfrontal se développe à partir de l'âge de 8 ans et termine son développement vers 25 ans chez les filles et vers 29 ans chez les garçons. La connexion entre cortex préfrontal et amygdale, ce qu'on appelle la connectivité, se développe à partir de l'âge de 8 ans. Donc, entre 3 et 7 ans, seule l'amygdale se développe.
En fait, ce qu'on remarque, c'est que lorsque l'enfant est exposé au moment où la fenêtre développementale de l'amygdale est enclenchée, c'est vraiment là où on va voir le plus d'effets sur le système physiologique de stress plus tard à l'âge adulte. Et donc, un enfant qui a été exposé pour la première fois à l'adversité après l'âge de 8 ans, on se rappellera un moment où l'amygdale est en plein développement et le cortex préfrontal, lui, commence tout juste à se développer. Donc, quand on est exposé durant cette fenêtre développementale-là de l'amygdale, on voit deux phénomènes. L'un étant au niveau du système physiologique de stress diurne, ce qu'on appelle le cortisol basal, que je vais vous expliquer dans une petite seconde, et l'autre étant sur la réactivité du système physiologique de stress face à des stresseurs. Donc, le fameux système physiologique de stress là, duquel je parle depuis maintenant quelques minutes, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois que le cerveau perçoit une menace dans l'environnement, il va sécréter ce qu'on appelle des hormones de stress. Et l'une des hormones auxquelles je me suis intéressée pendant mon parcours doctoral et sur laquelle je travaille encore à ce jour comme postdoc, c'est une hormone qu'on appelle le cortisol et que je trouve particulièrement intéressante parce que le cortisol, quand on le sécrète, on ne s'en rend pas compte physiologiquement parlant. Contrairement à l'adrénaline, par contre, qui va nous donner vraiment de la sudation, des battements cardiaques accélérés, etc., on s'en rend compte quand on sécrète de l'adrénaline. Par contre, le cortisol, quand on le sécrète, on n'a pas d'effet physiologique perceptible. Par contre, ça va aller rejoindre des récepteurs au niveau du cerveau qui permettent la régulation des émotions. Et ces récepteurs-là sont localisés un peu partout dans les trois régions dont on a discuté plus tôt, donc l'hippocampe, l'amygdale et le cortex préfrontal. Alors, à chaque fois qu'on vit une situation stressante, on sécrète ces hormones-là et c'est ce qu'on appelle le cortisol réactif. Et le cortisol réactif, on peut l'induire en laboratoire en utilisant des stresseurs expérimentaux. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a invité des participants qui avaient vécu différents degrés d'adversité à l'enfance, qui avaient eu une première exposition à l'adversité à différents âges et on les a stressés. Donc, on les a exposés à une situation stressante. C'est un stresseur qu'on utilise en psychoneuroendocrinologie qui est hautement validé. C'est né à Trier, en Allemagne, et ce stresseur-là s'appelle donc le Trier Social Stress Test. Donc, on vient stresser des participants en labo et on vient mesurer leur concentration d'hormones de stress, principalement le cortisol, dans la salive. Donc, à toutes les 10 minutes, on vient prendre un échantillon de cortisol, puis on en voit l'augmentation. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que chez les gens qui ont vécu une première exposition à l'adversité, quand l'amygdale était développée, mais que le cortex préfrontal n'avait pas encore commencé son développement, on voyait des hormones de stress qui étaient très, 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 très basses vis-à-vis du Trier Social Stress Test. Et là, on pourrait avoir tendance à se dire, mais c'est une bonne nouvelle. Non, on n'aime pas ça, être stressé. Le stress, c'est mauvais pour la santé, etc. Alors que ce n'est pas du tout le cas, okay? Parce que le système physiologique de stress est fait pour nous aider à nous prémunir contre le danger. Le système physiologique de stress doit s'activer lorsqu'on fait face à une situation stressante dans notre environnement. Et c'est un profil qui va être associé à certaines psychopathologies chez l'adulte, notamment la dépression peut être associée à des concentrations de cortisol réactif très basses, l'anxiété dans certains cas aussi, et on le voit aussi dans certains profils de troubles de stress post-traumatique. Donc là, ce qu'on dit, c'est OK, c'est des adultes en santé, n'ont développé aucune psychopathologie ou en tout cas pas encore, mais elles ont un profil endocrinien qui est associé à certaines formes de psychopatho. Donc ça, c'est un premier résultat qu'on a eu. Au niveau de ce qu'on appelle le cortisol diurne, donc les hormones de stress, elles peuvent réagir par rapport à des dangers environnants, mais elles ont aussi ce qu'on appelle un rythme circadien, c'est-à-dire qu'elles vont varier de façon naturelle au cours de la journée. Et chez un individu en santé, ce à quoi on s'attend, c'est une légère augmentation des hormones de stress au réveil. C'est ce qu'on appelle la réponse cortisolaire au réveil. Et par la suite, ces hormones-là vont diminuer tout au long de la journée pour atteindre les concentrations les plus basses au moment du coucher. Okay? Donc, c'est ça le rythme circadien qu'on remarque au niveau du cortisol. Et cette fameuse brève augmentation du matin, là, la réponse cortisolaire au réveil, on la veut.
parce que c'est cette réponse-là qui va nous permettre vraiment de nous activer pour la journée, qui va nous permettre de sortir du lit et même que chez certains individus qui souffrent d'épuisement, on parle d'épuisement professionnel ou de fatigue chronique, il va y avoir absence de réponse cortisolaire au réveil. Et on pense que c'est l'un des facteurs qui va vraiment empêcher la mobilisation d'énergie chez ces gens-là. Et ce qu'on remarque chez ces adultes-là, encore une fois, qui ont été exposés pendant la fenêtre développementale de l'amygdale, alors que le préfrontal n'était pas encore développé, c'est une réponse cortisolaire au réveil augmentée. Et ça peut être une bonne nouvelle, OK? Parce qu'il y a certaines études qui ont démontré que le fait d'avoir une réponse cortisolaire au réveil augmentée, ça pouvait être un facteur de protection dans le développement de certaines psychopathologies, dont le trouble de stress post-traumatique. Par exemple, il y a des études qui ont démontré que lorsqu'on vit un événement à caractère traumatique, le fait d'avoir une réponse cortisolaire au réveil augmentée, ça peut être un facteur de protection dans le développement de la pathologie plus tard. Okay? Donc, l'une des hypothèses qu'on a en lien avec ça, c'est que c'est cette fameuse réponse cortisolaire élevée chez ces gens-là pourrait être l'un des facteurs de résilience qui a fait en sorte que ces gens-là, dans certains cas, qui ont vécu 12 formes d'adversité au fil de leur développement, sont encore en très bonne santé. On se rappellera, c'est tous des adultes qui n'ont aucune forme de psychopathologie, qui ne prennent pas de médication, qui n'ont aucune maladie physique, alors qu'on avait des participants là-dedans qui avaient vécu à peu près toutes les formes d'adversité qu'on mesurait à l'aide du questionnaire validé par Felitti et collègues. Là. Donc, ils avaient vécu la guerre, la violence communautaire, abus sexuels, abus physiques, négligence sévère, et j'en passe. Et ils sont quand même là, à notre laboratoire, à accepter de s'exposer à un stresseur expérimental, à collecter des échantillons de salive à la maison, faire un protocole qui durait plusieurs semaines avec nous parce qu'ils devaient revenir au laboratoire pour qu'on mesure leur cognition, qu'on mesure une panoplie de phénomènes psychologiques et cognitifs. Donc, vraiment, c'est des adultes qui sont très fonctionnels et résilients. Et on pense que cette fameuse réponse cortisolaire-là au réveil qui est amplifiée peut être l'un des nombreux facteurs de protection chez ces individus-là. Et comment on explique ça dans l'enfance? Comment est-ce qu'on explique que ça a eu cet effet-là, que c'est comme ça que la personne a réagi enfant et qui après, bah, fait qu'elle a finalement des facteurs de résilience augmentés? Ça, c'est la meilleure question à laquelle on n'a toujours pas de réponse à ce jour et c'est la raison pour laquelle on poursuit nos études dans ce milieu-là, pas seulement le laboratoire de Sonia, ni le laboratoire actuel dans lequel je suis, qui est celui de Marie-France Marin à l'Université du Québec à Montréal. On essaie de comprendre quels sont ces autres facteurs qui pourraient prédire une réponse endocrinienne qui est adaptative face aux expériences traumatiques. Puis, selon la théorie, à ce jour qu'on essaie de tester, il y aurait un ensemble de facteurs de prédisposition chez l'individu qui pourraient expliquer cette réactivité-là du système physiologique. C'est-à-dire que, à mon avis, puis selon les chercheurs qui évoluent dans ce sujet-là, la réponse endocrinienne, elle découlerait plutôt de certains facteurs de protection qui sont plus au niveau individuel, au niveau de comment la personnalité s'est forgée au sein de tout ça, donc certains traits de personnalité et aussi et surtout, quels étaient les facteurs de soutien autour de toute cette adversité-là chez l'individu. C'est-à-dire que si on vit certaines situations difficiles, surtout quand elles sont à l'extérieur du milieu familial, mais au sein du milieu familial, on a minimalement une figure d'attachement qui est là pour nous aider à passer au travers de ces situations-là et qu'on a vraiment une zone de confort auprès d'un de ces individus-là, ça peut certainement agir de facteur de protection très, très, très important. Et même quand l'adversité advient au milieu intrafamilial, est-ce que l'individu avait des ressources autour de ça? C'est-à-dire que ce soit au niveau sociétal, est-ce que la personne avait accès à un professionnel de la santé? Est-ce qu'elle avait accès à certaines ressources communautaires? Est-ce qu'il y avait une tante ou un oncle qui était disponible dans cet environnement-là pour agir à titre de figure d'attachement, etc.? Donc, le soutien vraiment qui a eu lieu autour de cette adversité-là peut être un facteur important. Il y a certains facteurs génétiques aussi qui peuvent entrer en ligne de compte, c'est-à-dire l'absence de vulnérabilité génétique à la psychopathologie. Je m'explique, s'il n'y a pas d'historique de TSPT, donc de troubles de stress post-traumatique ou d'anxiété, de troubles de l'humeur dans la famille, ça peut représenter un certain facteur de protection chez l'individu
aussi. Et donc, on pense vraiment que ces facteurs-là peuvent agir en amont pour expliquer la réactivité physiologique au stress et donc l'adaptation ultérieure chez cet individu-là. Alors, on a parlé du développement de l'amygdale et qu'en est-il pour les traumas très précoces, c'est-à-dire peut-être avant même que l'hippocampe soit à maturité vers 2 ans? Qu'en est-il au-delà des 8 ans? Enfin, entre 2 et 8, si on peut reprendre tout de façon linéaire, ça donne quoi? Ouais, ça donne quoi? C'est une très bonne question. Chez l'animal, ce qui est démontré, c'est que l'exposition à l'adversité entre l'âge de 0 et 2 ans, quand elle a lieu à l'extérieur du milieu familial. OK? Puis là, chez l'animal, ça peut être un petit peu abstrait à imaginer, là, de l'adversité extrafamiliale, mais bref, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on retire, par exemple, la souris du nid familial, on l'amène à l'extérieur de sa cage, elle vit certaines formes d'adversité comme être manipulée par un expérimentateur, etc. Et on la remet dans sa cage par la suite. Entre 0 et 2 ans, pour l'humain, OK? Donc, chez l'animal, ça représente quelques semaines, voire quelques mois, mais ce qu'on schématise comme étant la période développementale de l'hippocampe, quand la souris vit de l'adversité extrafamiliale, le comportement de la mère, quand on remet l'enfant dans le nid, quand on remet la progéniture dans le nid, va agir à titre de facteur de protection, c'est-à-dire que durant cette période très sensible, la mère va avoir tendance à apporter des comportements compensatoires qui agissent à titre de facteur de protection plus tard à l'âge adulte. Donc ça, c'est ce qu'on savait chez l'animal. Chez l'adulte, dans toutes les études qu'on a faites sur le sujet, nous n'avons démontré aucun effet de l'adversité précoce lorsqu'elle a lieu entre l'âge de 0 et 2 ans, donc fenêtre développementale de l'hippocampe, sur le système physiologique de stress, sur la détresse à l'âge adulte, donc autant au niveau des symptômes dépressifs, anxieux, post-traumatiques, alouettes, que sur les fonctions cognitives qui sont soutenues par l'hippocampe, comme par exemple la mémoire déclarative. Et là, je ne suis pas en train de dire que lorsqu'on vit de l'adversité entre 0 et 2 ans, ça n'a aucun effet chez l'adulte. Pas du tout. Il y a certaines études qui démontrent des effets dans le développement de certaines psychopathologies, mais chez l'adulte en santé, nous n'avons démontré aucun effet de l'exposition à l'adversité. Et là, qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est un phénomène similaire à celui qu'on voit chez nos collègues qui étudient les animaux? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que entre 0 et 2 ans, si l'enfant vit de l'adversité extrafamiliale, donc à l'extérieur du milieu, est-ce que le parent va avoir tendance à avoir un certain effet tampon en venant augmenter la qualité ou la quantité des soins qui sont adoptés vis-à-vis de l'enfant? C'est une possibilité. Est-ce que c'est parce que l'enfant n'a pas de souvenir de cette exposition-là et donc, s'il n'a pas eu d'autres expositions ultérieures à l'adversité au cours de son développement, ça agit à titre d'effet tampon? On ne le sait pas encore. Donc, vraiment, il faut pousser notre compréhension de ce qui se produit à cet âge-là. Pour ce qui est des 8 ans et plus, donc moment où l'amygdale est encore en développement, mais surtout moment où la connexion fronto-amygdalienne commence à se développer, ce qu'on a démontré, c'est que les femmes qui ont été exposées pour une première fois à minimalement une expérience d'adversité après l'âge de 8 ans, chez ces femmes-là, on notait ce qu'on appelle des biais attentionnels vers la menace. C'est-à-dire que lorsqu'elles sont exposées à des informations menaçantes dans des tâches expérimentales validées, elles vont avoir tendance à adopter un biais attentionnel, c'est-à-dire qu'elles vont répondre plus rapidement à ces stimulations-là, contrairement à des stimulations qui sont neutres ou bien qui sont positives. Et ce biais attentionnel-là est très, très, très associé au développement des troubles anxieux chez l'adulte, c'est-à-dire c'est vraiment un biais qui est très caractéristique de l'anxiété. Hein. Les gens qui souffrent d'anxiété vont avoir la gâchette très rapide pour détecter les menaces dans l'environnement. Et donc, l'hypothèse derrière ça, ce serait qu'une première exposition à l'adversité durant le développement de la connexion fronto-amygdalienne pourrait potentiellement empêcher la capacité du cortex préfrontal chez cet adulte-là qui a vécu ces formes d'adversité vers l'amygdale. Et donc, peut-être qu'il y a une connexion fronto-amygdalienne qui est affaiblie chez ces gens-là. Et en effet, il y a des études ultérieures qui ont testé l'hypothèse et qui voient
c'est cette fameuse connectivité-là affaiblie chez les femmes qui ont un biais attentionnel vers la menace, comme on l'a mesuré, et qui ont vécu des formes d'adversité plus tard au cours du développement, soit vers la fin de l'enfance ou le début de l'adolescence. Pourquoi les femmes? La question qui tue. Pourquoi les femmes? En fait, on sait que les femmes sont déjà beaucoup plus sensibles au développement de l'anxiété, du trouble de stress post-traumatique chez l'adulte. On parle d'un ratio de 2 à 3 femmes pour un homme qui vont développer ces problématiques-là. Là, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ça. Premièrement, elles sont beaucoup plus exposées à des formes d'adversité qu'on va appeler interpersonnelles et qui sont propices au développement des troubles anxieux et du trouble de stress post-traumatique. Deuxièmement, il y a un autre facteur de vulnérabilité important chez les femmes et qui est la cyclicité des hormones sexuelles. Donc, je vous donne un exemple. Dans le temps de nos grands-parents, arrière-grands-parents, les femmes présentaient une vingtaine de cycles menstruels au cours de leur vie parce que il y avait beaucoup plus de grossesse que maintenant, hein, et on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, ce qui implique une aménorrhée, donc une absence de cyclicité menstruelle. Et après l'accouchement, les femmes allaitaient pendant de longues périodes de temps, ce qui implique aussi aménorrhée. Et donc, au cours de notre vie, on avait une vingtaine de cycles menstruels. Aujourd'hui, on a moins d'enfants, on allaite moins longtemps pour une panoplie de raisons qui sont toutes aussi valables les unes que les autres et qui fait en sorte qu'on cycle à peu près de 200 à 300 fois au cours de notre vie. Et il y a certaines théories qui veulent que notre cerveau ne serait pas configuré pour recevoir autant de cyclicité menstruelle à travers le temps. Et les régions dont on parlait un petit peu plus tôt, là, hippocampe, amygdale, cortex préfrontal, possèdent des récepteurs à hormones sexuelles, qu'on parle d'estrogène ou de progestérone, et sont donc très sensibles à la cyclicité des hormones sexuelles. Ça pourrait représenter l'un des facteurs de vulnérabilité au développement du biais attentionnel ou des troubles anxieux suite à l'exposition à l'adversité. Il y a aussi des études qui ont démontré qu'une femme, lorsqu'elle est exposée à de l'adversité durant l'enfance, ça amène un âge de ménarche qui est précoce. C'est-à-dire, elles vont avoir leurs règles plus tôt qu'une femme qui n'a pas vécu d'adversité. Et ça aussi, ça pourrait en fait amplifier le nombre de cycles menstruels que cette femme-là va présenter et représenter un facteur de vulnérabilité plus tard à la psychopathologie ou aux fonctions cognitives qui sont sous-jacentes à ces psychopathologies-là. Et un autre des facteurs, c'est la prise de contraceptifs hormonaux qui a été démontrée par certaines études comme amplifiant cette propension-là à souffrir de psychopathologie plus tard à l'âge adulte. Donc, beaucoup de facteurs qui sont propices ou en tout cas qui appartiennent un petit peu plus au sexe féminin. Là, je parle de sexe biologique ici parce qu'on parle de puberté, on parle de cycle menstruel, etc. Et qui vont faire en sorte que les femmes vont être plus sujettes à présenter ces effets-là plus tard à l'âge adulte. C'est tout à fait passionnant tout ça, hein. Je pense que Et complexe, c'est tellement complexe. Mais moi aussi, je trouve ça fascinant, mais si complexe à étudier. Puis, bref, ça prend énormément d'études dans plusieurs champs. Donc, autant les neurosciences que la psycho, que des études au niveau de la société, hein. Je suis en train d'écrire ma thèse pour mon doctorat en psycho. Donc, cet autre doctorat que je fais en ce moment, puis on montre un effet complètement fascinant de la suppression émotionnelle sur les symptômes anxieux de l'enfant, où les jeunes garçons présentent une sécrétion d'hormones de stress qui est très, très, très élevée face à un stresseur, mais ne se disent pas stressés. Pré-post-stresseurs, ils vont dire non, je suis correct, tout va bien, ça a bien été, je ne présente pas d'anxiété, je ne présente pas de stress. Pourtant, ça semble avoir un coût sur leur système physiologique. Ils réagissent énormément. Tandis que les petites filles, après avoir été exposées à notre stresseur, elles vont dire je suis stressée, je suis anxieuse, j'ai pas aimé ça, j'ai pas été performante vraiment, etc., etc. Mais leur système physiologique de stress ne réagit à peu près pas. Et donc, il y a vraiment un certain effet de la suppression de l'expression des émotions qui peut avoir une incidence aussi sur la santé mentale des jeunes, et c'est énormément promu par la société. Les garçons, on va avoir tendance à leur dire n'exprime pas ta tristesse, n'exprime pas ta peur, tandis que les petites filles, on va souvent leur demander comment tu te sens, est-ce que tu aurais besoin de quelque chose, veux-tu en parler, as-tu besoin de ressources, etc. Et donc, il faut qu'on comprenne aussi au niveau de la société qu'est-ce qu'on fait qui peut favoriser
autant la suppression des émotions que ce fameux biais qu'on a à détecter les menaces dans notre environnement. Et donc, ça prend vraiment plusieurs couches, plusieurs champs de recherche pour mieux comprendre ces phénomènes-là. Chez les filles, on parle aussi de l'évaluation. Donc l'évaluation primaire, c'est est-ce que c'est un danger ou pas? Voilà, la Mhm. réponse étant oui, dans ce cas. Et l'évaluation secondaire, est-ce que je peux faire face ou pas? Et les femmes et les filles seraient plus enclines à dire non, je suis pas capable de faire face, alors que les hommes et les petits garçons, enfin, ou les adolescents, disent oui, oui, je suis capable de faire face. Et donc, l'évaluation secondaire où on répond non, je, je suis en danger, je ne peux rien faire, aura aussi tendance à expliquer peut-être pourquoi les femmes sont Ouais. sujettes au TSTP. Ah, définitivement, définitivement. Tout ce qu'on appelle le locus de contrôle, là, c'est-à-dire cette impression-là qu'on peut avoir une emprise sur la situation, définitivement. Puis ça aussi, je suis d'avis qu'il y a beaucoup, que nous avons une responsabilité en tant que parents, en tant que prof, en tant que société, à enseigner aux femmes. Tu peux faire quelque chose. Tu peux agir sur cette situation-là. Voici les outils. Si tu sens que tu as de la difficulté, mais tu es capable de le faire. Comportement qu'on a beaucoup plus tendance à avoir avec les petits garçons qu'envers les femmes, finalement. Qu'auriez-vous envie de rajouter ou d'encore expliquer? Parce qu'on boit vos paroles, en tout cas moi. Et j'espère ceux qui nous écoutent aussi. En fait, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon sur le phénomène de l'âge d'exposition à l'adversité. Je suis loin de penser qu'on a terminé d'étudier ce phénomène-là, loin de penser qu'on le maîtrise bien, qu'on le comprend bien jusqu'à maintenant. Mais je pense que c'est important de poursuivre les recherches dans ce milieu-là parce qu'on l'a dit un petit peu plus tôt, l'adversité, c'est très commun. On en vit de l'adversité au cours d'une vie. L'objectif n'étant pas de dire il faut protéger les jeunes puis s'assurer qu'ils ne vivent jamais d'adversité, que jamais ils ne fassent face à certains types de stresseurs qui peuvent avoir une portée dans leur vie. En fait, je crois qu'une exposition graduelle à certains stresseurs, là ici, je parle pas de négligence extrême, d'abus, etc., mais tout simplement de les amener à vivre certaines situations qui peuvent leur paraître inconfortables à certains moments pour forger une certaine résilience à travers le temps. C'est les aider à faire face à de l'adversité au cours de leur vie parce qu'on va en vivre des situations stressantes au quotidien. Donc, vraiment, le message que je souhaite qu'on envoie aujourd'hui, c'est pas, il faut faire en sorte que les enfants ne vivent pas de stress au cours de leur développement, sinon ils vont réagir au stress de façon différente à l'âge adulte, ils vont réfléchir de façon différente. Mais c'est vraiment tenter de mieux comprendre ce qu'on peut faire pour les accompagner, pour faire face à ce type de situation-là. Puis, d'un point de vue personnel, ben, c'est mieux comprendre comment les enfants s'adaptent finalement à l'adversité lorsqu'elle est malheureusement plus sévère pour eux. Et on aura bientôt aussi sur cette chaîne Résilience Psy, une interview de Blaise Pierre-Humbert qui a aussi fait des études tout à fait passionnantes et qui a montré que chez les enfants qui avaient vécu un attachement sécure plus tard dans leur vie, confrontés à une situation stressante, voilà, pas du tout positive, ils vont produire de l'ocytocine. Alors que Ouais. ça, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Bien sûr, cortisol, adrénaline, noradrénaline, en situation de stress, on s'y attend. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'une hormone qui est considérée plutôt comme une hormone de bien-être, de l'attachement, etc. Et c'est comme si, en fait, quand on a un attachement sécure, bien, quand on vit des situations qui sont plus perturbantes, même quand on est seul, donc c'est ça qui a été montré aussi dans cette étude, c'est que même quand on est seul, c'est comme si on était capable d'aller recruter inconsciemment nos modèles d'attachement et donc de produire une hormone qui est en fait une hormone qui va apaiser, mais tout simplement parce qu'on a en nous quelque part inscrit ce pattern d'attachement sécure. On Ah, avait c'est déjà fait des études fascinant. auparavant qui montraient que quand une personne avait été dérégulée émotionnellement par une situation de stress et qu'elle était en présence, qu'après apparaissait quelqu'un de sécure, que la personne produisait de l'ocytocine, mais donc en présence d'une personne euh, avec laquelle elle était en relation. Et là, on a pu prouver que ça va au-delà, c'est que même si la personne n'est pas présente, même si personne n'est présent, que la personne est seule, eh bien, si elle a vécu cet attachement sécure, donc je crois que c'est effectivement pas de préserver
nos enfants, parce que c'est impossible d'ailleurs, ils peuvent être harcelés à l'école. Enfin, je veux dire, ça ne dépend pas que des parents. Il y a aussi des situations, qui échappent complètement aux parents. Mais si les enfants peuvent après venir se réguler, émotionnellement, qu'on peut être, une espèce de d'hippocampe ou de de connectivité, au niveau du cortex Externe. préfrontal externe comme un disque dur externe, suffisamment efficace et bien effectivement les enfants vont se renforcer. C'est vrai qu'une des images que je prends toujours, c'est alors là c'est pour les adultes, mais si un pompier, qui est en formation ne va jamais au feu, mais il aura toujours aussi peur du feu. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut donner les moyens et pour les enfants, bah, c'est cet attachement sécure aussi, hein, ces moyens-là. Mais qu'après, il y a effectivement une confrontation à certains stress qui ne doivent pas être majeurs. Un trauma, ça n'aide jamais personne. Mais par contre, des petits stress peuvent nous aider à nous renforcer et à faire face aux situations. Donc, Définitivement, mais c'est sûr que je vais l'écouter, cet épisode. Ça doit être un sujet fascinant, vraiment. eh bien, Catherine, un tout grand merci. C'était vraiment passionnant. Je suis vraiment ravie que vous ayez accepté cette invitation parce qu'on ne se connaît pas, hein. Je vous avais entendu dans un podcast et j'ai été fascinée. J'ai d'ailleurs été télécharger votre thèse de doctorat. Voilà, donc en tout cas, un grand merci et je pense qu'on aura encore l'occasion de vous retrouver sur Résilience Psy. Merci Merci beaucoup.